Donc, on passe à la prochaine présentation. Cette fois-ci, un duo. Donc, on revoit notre collègue de Code Géospatial, Jean-Robert, qui est le CTO de Code Géospatial, accompagné de Tom Landry du CRIM, ou Centre de recherche en informatique de Montréal. Et ils vont nous parler de la standardisation et interopérabilité entre le portail qui s'appelle donnéesclimatiques.ca, avec un S, donnéesclimatiques.ca, et JMAP. Donc, messieurs. Bonjour, merci Luc. Donc, comme Luc le dit, je m'appelle Tom Landry, je suis le conseiller senior responsable des partenariats et développement des affaires au CRIM. En un mot, le CRIM est un centre de recherche appliqué en technologie de l'information. On est actif depuis plus de 30 ans maintenant. Puis ce qu'on doit faire dans notre mission, c'est d'accélérer les travaux des entreprises québécoises, les rendre plus productives. Ça se passe beaucoup par des transferts de connaissances, transferts d'expertise, transferts de technologie. Pourquoi je suis ici, c'est qu'on a fait depuis plusieurs années des travaux en gestion de données climatiques, plus précisément bâtir un portail de données pour les Canadiens. Ce portail-là offre les données, les projections climatiques, puis l'expérience qu'on va vous montrer, c'est une intégration avec les produits de Code. Donc, l'effort comme tel qu'on vous présente au CRIM, c'est le portail donnéesclimatiques.ca. C'est un effort assez important, assez intense entre un ensemble de partenaires et de collaborateurs. Donc, le CRIM est maître d'œuvre. Le CRIM a une entente de contribution d'Environnement et Changement climatique Canada pour bâtir ce portail-là, l'animer, le maintenir. On travaille avec des consortiums climatiques du Canada, Ouranos, qui est le consortium québécois, Pacific Climate Impacts Consortium, qui est l'équivalent sur la côte ouest, et le Prairie Climate Center, évidemment, dans les prairies. Donc, c'est là qu'ils ont l'expertise, les experts qui connaissent les données, connaissent le contenu, qui savent s'exprimer mieux que moi sur quels sont les changements et comment s'y adapter. Habitat 7, qui est ceux qui ont bâti l'interface graphique, qui ont fait la formation aussi, Cloud.ca, qui ont fourni l'infrastructure cloud, et Pina Sustainability pour les communications outreach. Donc, rapidement, le portail veut offrir les données climatiques en ligne aux Canadiens pour qu'ils puissent accéder aux projections climatiques pour mieux s'adapter et prendre des décisions. Donc, ça s'adresse entre autres aux décideurs dans plusieurs sphères d'activité. Comme je vous disais, les consortiums régionaux qui servent localement ou régionalement ou provincialement leurs clients, les municipalités ou autres, sont aussi des parties prenantes du projet. Finalement, le Centre canadien de services climatiques, qui est une création d'Environnement Canada aussi, qui doit faire coordonner un peu tous ces efforts-là au niveau canadien. Donc, rapidement, on tombe dans les standards. Le portail utilise certains standards qui sont modernes, d'autres qui sont là depuis longtemps. C'est le cas, par exemple, des formats fichiers. Au niveau scientifique, souvent, le format d'échange, c'est le fichier NetCDF. Si vous êtes un ingénieur ou un scientifique qui désirait faire des analyses, c'est un format que vous connaissez probablement. Si vous êtes plus un utilisateur, pas de tous les jours, mais vous connaissez probablement plus les fichiers CSV. Donc, dans certains cas, on peut vous offrir les projections climatiques dans ces formats-là. L'intégration qui a été faite avec le produit de Code, c'est avec le Web Map Service, le WMS, qui est un standard de l'OGC qui est là depuis très longtemps. Donc, ce qui permet de récupérer les données pour les afficher dans une carte. Ce n'est pas nécessairement un format d'analyse, c'est vraiment un format de représentation. Puis, en dessous de la couverte du portail climatique, on utilise aussi là des interfaces qui sont très, très récents. Ceux de l'OGC, le API de Processing. Donc, c'est des Open API RESTful pour ceux qui s'y connaissent. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que le CRIM s'implique directement à l'OGC. On est sur la ligne de feu de faire de l'innovation avec eux, de livrer des applications, puis de tenter d'intégrer ça dans leurs nouveaux standards, puis de leur émettre des recommandations sur ce qui a été facile ou difficile. Donc, si vous pensez que les standards, c'est quelque chose de statique et d'éternel, ce n'est pas le cas. Puis, je peux vous dire déjà qu'il y a beaucoup de nouveaux standards qui arrivent bientôt. Pour ce qui est des données du portail, déjà, l'exemple que vous avez ici, c'est des données de stations météo. Donc, les stations je pense qu'il y en a 3500 au Canada, comme ça, un peu partout dans le Canada, qui prennent à tous les jours une série de mesures. Ce que vous voyez là, c'est les normales historiques. Donc, pour la station à l'aéroport de Québec, vous pouvez voir la précipitation moyenne historiquement de 1981 à 2010. Même chose pour les températures. Donc, ça, c'est une interface qu'on a avec le système Géomètre d'Environnement Canada. Il y a aussi des données un peu plus engineering disponibles, les courbes IDF, intensité, durée, fréquence. Donc, pour un endroit dans le Québec,
Est-ce que les pluies sont intenses? Est-ce qu'elles durent longtemps? Et est-ce qu'elles reviennent souvent? Donc, c'est vraiment des choses, par exemple, pour bâtir des ouvrages qui sont utilisés. D'autres données qui sont celles qui ont été utilisées pour l'intégration. D'abord, les variables, température et précipitation, c'est les deux classiques. La particularité, c'est que c'est sur une grille de 10 km². C'est quand même une haute résolution. Il y a eu un processus de downscaling. On prend les données globales, on les applique à la topographie du Canada. Donc, ça donne des données vraiment assez fines pour des données de projection. Il y a des données historiques qui ont été modélisées, mais aussi des projections, donc de 2010, donc des anciennes projections, mais les projections jusqu'en 2100. Donc, ce que vous voyez là, on va le voir aussi tout à l'heure, mais c'est qu'est-ce qui pourrait se passer dans le futur pour les températures minimales. Vous voyez 3 couleurs, 3 scénarios. Donc, le scénario pessimiste ou même le scénario réaliste de comment de gaz à effet de serre les humains émettent, ou le scénario très optimiste, donc le scénario 2.6 si on change complètement la société et qu'on arrête les émissions. Le portail offre aussi plus de 25 indices climatiques. Les indices, ça part des variables, puis ça bâtit une intelligence un peu plus avancée dessus. Donc, combien de jours de pluie intense va y avoir, combien de jours d'ensoleillement, pas d'ensoleillement, mais de jours propices à l'agriculture on aura d'une année. Donc, je suis prêt déjà à vous montrer une courte démonstration du portail. Donc, à l'intérieur de la maison qu'on a fait pour ces données-là. C'est des données aussi que vous verrez tout à l'heure que Jean-Robert utilise. Donc, je vais commencer d'abord ici par les jours de gel au sol pour ma région native de la Mingani. Donc, les jours de gel, vous connaissez probablement le proverbe « En avril, ne te découvre pas d'un fil, puis en mai, fais ce qu'il te plaît ». Mais pour la Mingani, c'est en mai, tu risques de geler. Par contre, ça risque de changer. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur? On va voir. Donc, vous voyez ici, là, je vous disais le 10 km² pour l'ensemble de la côte, de Sept-Îles jusqu'à Natashquan, dans cette zone-là, le nombre de jours de gel au sol. Selon la couleur, une douzaine de jours en mai. Où est-ce qu'il y a des gels au sol? Pour la période historique de 1971. Qu'est-ce qui se passe ici si je déplace ça vers la droite? Les couleurs sont supposées, dans ce scénario-là, diminuer. Je fais exprès, je m'en vais vers la fin, mais en 2070, c'est pas mal blanc, ce qui veut dire 1 ou 0 journée de jour de gel au sol. Si on veut prouver ça, on peut cliquer dans n'importe quelle des régions qui est ici, n'importe quel de ces endroits-là. Puis on voit la courbe qui nous montre que historiquement, en gris, on avait autour d'une dizaine de jours de gel pour le lac de la Carrière, c'est un point dans cette région-là, jusqu'à, dans certains scénarios, 0, plus aucun jour de gel au sol en mai. Donc, c'est le genre de choses qui peut permettre de prendre des décisions. Dans ce contexte-ci, il y a une route blanche, une route de motoneige qui risque d'être de moins en moins disponible, mais à l'inverse, il y a beaucoup de transports par bateau. La durée des contrats par bateau risque de s'élargir beaucoup parce qu'il faut servir de plus en plus tôt dans la saison. Pour un instant, pour vous parler un peu des autres indices. Donc, vous voyez ici là, les indices degrés-jour de croissance, degrés-jour de climatisation, les précipitations. Je vous invite à aller jeter un œil là-dessus. Il y en a vraiment un grand nombre. Les données sont disponibles mensuellement ou annuellement. Donc, je vous ai présenté pour mai, mais bon, tous les autres mois sont disponibles, évidemment, et pour les différents scénarios. Donc, ça, la particularité, c'est que ces données-là sont disponibles pour l'ensemble du Canada à une résolution quand même assez fine. Pour ce qui est une autre chose que je voulais vous montrer, c'est que c'est bien beau les carrés de 10 par 10, mais les gens qui veulent faire des analyses, d'ailleurs le portail permet d'en faire, faudra sélectionner plusieurs éléments, plusieurs points de grille. Ce qu'on est en train d'introduire dans le portail, c'est l'analyse, soit le téléchargement des données ou même l'analyse des données à partir de régions. Les régions qu'on peut avoir, c'est les régions administratives, les provinces, évidemment, les régions, les bassins versants, c'est une autre chose qui s'en vient, les régions de la santé, donc les C3S, etc. Puis ce que vous voyez ici, c'est les données municipales, le census ou Donc, ce que ça permet de faire, c'est d'avoir des agrégations par région. Par exemple, ici, Laval. Vous voyez la même courbe pour la température à Laval. On voit que pour une région donnée, la température augmente. Donc, de mon côté, ça conclut ma présentation. Je vais passer la parole à Jean-Robert. Merci, Tom. Alors, je continue pour la partie intégration avec GMAP. Alors, pour exploiter ce système-là, ce serveur-là et ces données-là, on a développé dans GMAP-NG une extension données climatiques. Cette extension-là se connecte directement au serveur de données
Il permet de sélectionner les variables qu'on veut afficher. Donc, comme Tom l'a mentionné, les variables ou indicateurs pour la période de temps, pour le mois, selon quel scénario, etc. Le résultat de ça, c'est que tout va s'afficher sur une carte avec une légende directement dans GMAP, à même vos projets GMAP et vos autres données. Donc, le résultat, c'est ceci. Alors, sur la gauche, vous voyez une représentation de l'interface graphique permettant de choisir les différentes variables. J'ai une autre saisie d'écran ici. Puis ça me fait penser que ce matin, je n'ai peut-être pas montré le côté sombre de GMAP-NG, mais GMAP-NG a un côté sombre aussi, donc un mode foncé. Bon, c'est une anecdote en passant. Alors, je vais vous faire une démonstration tout de suite. Donc, j'ai ouvert ici GMAP-NG et il y a un bouton supplémentaire ici qui n'était pas là dans ma démonstration ce matin, c'est « Données climatiques ». Ce que ça permet de faire, ça, c'est de voir certaines couches de données climatiques qui sont déjà configurées et d'ajouter des nouvelles couches avec les variables qu'on peut décider. Par exemple, ici, j'ai déjà une couche de configurée sur le nombre de degrés jour de climatisation en octobre dans la décennie, en fait maintenant, en 2020. Ça, c'est le nombre de degrés d'écart entre au-dessus de 18 degrés Celsius fois le nombre de jours. Où est-ce que ça arrive? On peut voir qu'en octobre, présentement, dans la région de Montréal, on n'a pas besoin de climatiser beaucoup. C'est à peu près 0. On va faire une simulation, on va se créer une couche supplémentaire où on va aller chercher l'information pour 2100, en octobre 2100. Donc, il y a un bouton plus ici qui me permet d'ajouter une nouvelle couche. Je vais la nommer degré jour, clim, octobre 2100. Je vais choisir ici la variable ou l'indicateur. Donc, toutes les variables que vous avez vues tout à l'heure avec Tom sont disponibles ici. Donc, degré jour de climatisation. Pour quelle décennie? Donc, soit dans l'historique, ou soit aujourd'hui, ou soit dans le prédictif, 2100. Et selon quel scénario? Donc, on va y aller avec le scénario le plus pessimiste. Et finalement, on veut spécifiquement pour le mois d'octobre. Allons-y. Donc, ça, c'est en 2100 le nombre de jours de climatisation. Je ne sais pas si vous avez vu la différence, là. Bien, elle n'est pas si grande que ça. J'ai peut-être fait une erreur, mais normalement, on voit que c'est beaucoup plus... il y a beaucoup plus de jours, en fait, de degrés jours à climatiser en octobre en 2100 qu'il y en a aujourd'hui. Donc, c'est une intégration extrêmement simple. C'est vraiment de base pour aujourd'hui, mais on veut faire évoluer cette chose-là avec les idées suivantes. Donc, premièrement, accès aux données détaillées. Là, je vous montre une carte avec des couleurs, mais comme dans le portail de données climatiques, il serait intéressant d'accéder aux données détaillées avec graphiques pour chacune des coordonnées. On veut pouvoir aussi exploiter les données agrégées par municipalité au lieu d'avoir des cellules de 10 km². On prévoit aussi accéder directement à l'API Processing de l'OGC qui est disponible sur le serveur des données climatiques pour demander des nouvelles analyses sur demande. Au lieu de consommer ce qui est déjà calculé, pouvoir créer des nouveaux calculs et télécharger les données résultantes en format NetCDF. Donc, c'est ce qu'on prévoit faire. Alors voilà, c'est tout simple. C'est une intégration avec la collaboration du CRIM du serveur de données climatique à l'intérieur de GMAP-NG. Excellent, merci. Donc, la question qui me vient quand on regarde GMAP-NG, nouvelle génération, peut se cacher en bas à gauche un espèce de catalogue qui pourrait nous donner accès à un univers de données, au-delà des fonds de carte, où on peut changer facilement un fond de carte d'une carte à une carte satellite. Là, c'est une première intégration, mais vous êtes connecté à ce catalogue-là. Donc, une question très codée. Après, on reviendra aux données climatiques, mais est-ce que c'est un peu une intention d'avoir un feeling catalogue de données là, inclus ou disponible dans NG? On peut dire que oui, en fait, on veut faciliter la vie des intégrations de ce type-là. Donc, on ne veut pas nécessairement limiter la diffusion de données
à ce qui est monté dans un projet de GMAP. On veut être capable de connecter directement à des sources externes. Comme un peu à l'inverse de ce que Nicolas Delfont montrait ce matin, il y a des données qui proviennent de GMAP et il y a des données qui proviennent du serveur géométrique de Nagraph. Oui. Donc, c'est le genre d'intégration qui sont vraiment pertinentes. Et sont le fun. OK. Puis, technologiquement, vous avez utilisé vous-même un standard de l'OGC. Là. Dans ce cas-ci, tu obtiens ça en WMS? Dans ce cas-ci, c'est en WMS. OK. C'était la façon la plus rapide Oui. de faire. Il y a des choses qui sont... il y a API Maps aujourd'hui. Il y a d'autres standards OK. qu'on va exploiter certainement dans le futur. Parfait. Et au API Processing que j'ai mentionné aussi pour la demande de traitement en ligne. Tout à fait. Donc ça, c'est une belle intégration de K2. Si je parle à celui qui a le chapeau du portail, K2 est la première intégration de vos données en dehors de vos propres visualisateurs, si je comprends bien? Oui, c'est exact. Pour l'instant, donc déjà, de travailler en partenariat pour développer, préparer les données, préparer le portail, c'est déjà un gros étape. Mais oui, les données sont faites pour être disponibles pour tous les Canadiens, même à l'international. Puis K2, c'est effectivement le premier transfert qu'on peut montrer. Là. Donc, c'est une belle première. OK. Est-ce que la porte est ouverte pour d'autres initiatives semblables? Donc, dans le fond, la donnée est là. C'est quasiment un bien public, on peut dire? C'est le cas. Donc, c'est payé par les fonds des contribuables canadiens. Donc, c'est une bonne chose que ça retourne aux Canadiens. Oui, absolument. On a déjà on voit déjà l'utilisation du portail. On sait qu'il y a certains utilisateurs qui scriptent, qui vont chercher les données, qui pompent ça de leur côté, puis on leur demande pas de compte nécessairement. Mais si c'est pour offrir un produit commercial, dans le fond, c'est possible que s'il y a beaucoup de volume de contribuer. Par contre, ça prend des ressources de calcul, ça prend des ressources de stockage. C'est possible qu'il y ait des ententes particulières nécessaires. Excellent. On a une question du public. Donc, je la lis telle quelle. Peut-on utiliser des données en temps quasi réel et transmettre un signal sur des critères déterminés? Je peux peut-être répondre. D'abord, le temps que j'y pense, je t'ai induit en erreur. Octobre, il n'y a pas beaucoup de changements. Vous pouvez peut-être exercice aux gens en ligne, aller essayer pour septembre. Il y a une grosse différence pour la région de Montréal, pour la Ça fait que climatisation. ça marchait, mais c'était resté blanc. Parce que là, c'était pas si mal que ça. OK, Il paraît qu'en OK, octobre, on n'aura OK. pas si chaud que ça, même dans le futur. Bon, ben Jean-Robert, ta Ça fonctionnait, là. Ta Ça démo a fonctionnait. marché. On sait C'est quand. juste un mauvais scénario, moins C'est apparent. Pour répondre à ta question, oui, mais pour les données climatiques, elles changeront pas. Les projections ont été calculées une fois il y a quelques années, puis elles vont être valides pour encore plusieurs années. Donc, il y a peu d'intérêt d'utiliser ça de façon temps réel. Par contre, les données de station météo, c'est des données qui sont continues. Donc, elles sont disponibles soit par Géomètre, une autre plateforme d'Environnement Canada, soit via le portail. Elles sont des données qui sont vraiment mises à jour en real time. Là. Mais le projet, il y a un an, qui a calculé novembre 2020. Une fois que novembre 2020 est passé, tu as une vérité terrain, tu passes de projection à vérité. Est-ce que ce mois-là est calculé, confirmé? Ou... En fait, l'historique, c'est un travail qui se fait peut-être à tous des cycles de 5 ans. Les OK. scientifiques reprennent leurs données historiques, recalculent les données historiques jusqu'à la date d'aujourd'hui, puis recalculent aussi les projections OK. du futur. Donc, il y a un espace de 5 ans où est-ce que ça se peut qu'on ait des données de projection actuelles. Donc, on a des données de projection de 2018. Est-ce qu'elles sont bonnes ou pas? On le saura plus tard. OK. C'est comme des états financiers, là, il y a la colonne réel, puis projeté, réel, projeté. Puis je te jure que quand le réel est passé, tu t'intéresses plus bien au projeté. Mais je comprends que c'est une démarche pan-canadienne faite aux 5 ans. Quelqu'un pourrait trouver une façon, s'il est débrouillard, de prendre les données peut-être réelles, des mois récents, puis peut-être sans calculer des... Je Oui. sais pas. En fait, les données, il y a un effort aussi global qu'il faut penser qu'à tous les 4-5 ans, tous les scientifiques, il y a de plus en plus d'institutions qui font des modèles climatiques, puis il y a de plus en plus de données aussi. Donc, le problème OK. Big Data est encore là, puis c'est recalculé même au global. Pour ce qui est de l'analyse, oui, c'est des options aussi qui sont dans le portail, puis qui peuvent être définitivement intégrées aussi par les produits de K2. Par exemple, les vagues de chaleur. C'est quoi une vague de chaleur à Montréal? C'est pas la même chose qu'au Nunavut ou à Natashquan. Donc, ça prend des paramètres. Il faut dire, dis-moi le nombre de vagues de chaleur à Natashquan en 2100. Il faut écrire. C'est Ouais. tant de jours consécutifs au-dessus de 22, 23, 24 degrés. Donc, la partie analytique va prendre de plus en plus de place aussi OK. pour que les gens puissent adapter les calculs.
c'est comme les données du recensement, là, c'est aux 10 ans, puis un intérimaire aux 5 ans. C'est quand la prochaine grande phase de calcul des données climatiques? L'année prochaine. L'année prochaine? Ouais, OK. ça s'appelle le CMIP, Coupled Model Interoperability. Non, c'est Intercomprehensive Project, mais bref, tous les scientifiques du monde se coordonnent puis OK. disent maintenant on recalcule tout ça et on l'offre à la communauté. C'est en train d'être fait. Donc on estime que les données vont être recalculées dans la prochaine année, 2 ans, quelque chose comme ça. Vous allez bien l'annoncer anyway. C'est Ça un va être nouveau- annoncé globalement un peu OK. partout. Excellent, excellent. Donc, ça conclut. Merci beaucoup, messieurs. Belle intégration de deux choses autoportantes, mais qui sont interopérables et qui vont agrémenter un l'autre. Excellent. Merci beaucoup. Bonne continuation.